voilà, maintenant, j'allais dire exosquelette et au-delà. Et donc, Jean Audois, c'est à vous. Donc, aventure Wondercraft qui est l'aventure. J'ai mis quelques photos là de l'aventure, je dirais la première aventure hein, qui était celle de l'exosquelette médical, et puis de l'autre qui est en cours et qui est le fameux Calvin. Et on se demande d'ailleurs pourquoi il s'appelle Calvin, celui-là. Donc voilà. Jean, c'est à vous. Alors, avec à la fois d'où vous venez aussi, vous perso, pourquoi vous êtes tombé là-dedans plus que dans autre chose? Parce que ça fait finalement un an et demi que vous êtes dans l'aventure, mais... Bon. Alors, l'aventure Wondercraft, elle a démarré, c'est une aventure familiale. C'est d'abord deux fondateurs, dont l'un d'eux qui était au club de robotique de Polytechnique. L'un d'entre eux a une partie de sa famille qui souffre de la maladie neurodégénérative Charcot-Marie-Tooth. Donc, c'est une pathologie qui prive les personnes à un âge adulte de leur mobilité. Et à ce moment-là, en 2012, moi je crois que c'est en 2012, il voit les robots de Boston Dynamics s'amuser à faire des toupies. Donc il se dit, c'est bizarre. Pourquoi on n'utilise pas ce genre de technologie pour aider des gens à remarcher? Donc il s'intéresse aux exosquelettes. Et il se rend compte que les exosquelettes sont des exosquelettes assez primaires qui font que avancer et qui ont besoin de support, des cannes pour s'équilibrer. Donc, il va prendre la technologie de Boston Dynamics et la mettre dans des exosquelettes. Et 10 ans après, je crois que c'est la photo qu'on voit. Alors c'est pas son frère là, c'est Kevin, mais il a fait porter la flamme paralympique à son frère qui est atteint de cette pathologie et qui s'est verticalisé, qui a marché sur 200 mètres. Donc il a complètement réussi son challenge. Et cette technologie aujourd'hui, qui était à la base une technologie qui devait servir des personnes en fauteuil roulant, donc déjà handicapées, elle sert aussi de rééducation. Donc aujourd'hui, il y a 100 établissements hospitaliers dans le monde, en France principalement, en Europe et aux États-Unis, qui sont dotés de ce genre de technologie qui permettent à des patients qui ont fait un AVC, qui ont eu un accident de ce qu'on appelle les blessés médulaires ou qui ont ces pathologies neurodégénératives de se remuscler, de remarcher et d'entrevoir un futur possible, c'est-à-dire un futur debout. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort qu'on porte chez Wondercraft. Donc on a 2 exosquelettes, un de rééducation et un de compensation à la marche. L'enjeu pour l'exosquelette de compensation à la marche, c'est le retour à la marche. C'est un enjeu sociétal et je crois aussi professionnel, dans le sens pour les personnes qui ont un handicap, pouvoir parler, être verticalisé et parler à hauteur de son collègue, de son manager ou de n'importe quelle autre personne, c'est un impact psychologique fort pour eux. En Allemagne, il y a déjà des subventions qui sont prévues par des caisses d'assurance professionnelles, donc financées par les actifs, qui fait que si vous avez un accident en allant en voiture à votre bureau ou à votre bureau, vous pouvez bénéficier de ce genre de technologies qui sont encore onéreuses. On essaye de passer à l'échelle et de réduire les coûts. Mais vous pouvez avoir accès à ce genre de technologie. Donc là, je pense qu'on est sur la bonne voie quand on essaye de s'intégrer sur ces parcours de rééducation et de compensation à la marche. Et avec effectivement la double optique, c'est-à-dire de démarrage, c'était des appareils qui étaient surtout, j'allais dire, développés et utilisés dans un cadre strictement complètement médical, alors que là maintenant, je ne dirais pas qu'on a des exosquelettes de ville, comme les rats des villes et les rats des champs, mais ça ouais. Va arriver. Les États-Unis aussi ont voté des lois de financement aussi pour rembourser ces exosquelettes. On est en cours de discussion en Europe. Le Moyen-Orient est très très demandeur aussi de ce genre de technologie. C'est une concurrence qui est une concurrence internationale. Vous l'avez cité, le royaume de la robotique, c'est le Japon. Donc on a des exosquelettes qui viennent du Japon, de Corée du Sud, de Chine, des États-Unis bien entendu. Donc aujourd'hui, nous on est dans une course au déploiement, on va dire. D'abord dans les centres de rééducation, puis après auprès des patients qui souhaitent avoir cet exosquelette à domicile. Et dans cette course, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc on a dû lever énormément de fonds. Et au moment où on levait des fonds, on s'est rapproché de Renault Group, qui, industriel dans l'automobile, tous les industriels dans l'automobile sont en train de faire des recherches sur la robotique, les humanoïdes.
Il y a une notion de gagner des marges forcément dans la production de leurs autos. On voit Elon Musk avec Tesla, il a son propre robot qui est pas très avancé, mais selon nous, mais il l'a quand même. Donc on a travaillé avec Renault. C'est lui le robot Kung Fu, c'est lui C'est pas le robot Kung Fu. Alors la robotique est envahie aussi par les industriels chinois. Là, on a une vague déferlante qui arrive de Chine. C'est un peu dangereux parce que dès que vous placez un robot chinois ou même américain dans votre usine, vous pouvez être sûr que toutes les données sont envoyées sur les serveurs chinois et américains. Donc bonjour l'aspirateur. Exactement. Ça, c'est un gros sujet. Mais Renault a fait ce travail d'aller voir ces industriels chinois, ces industriels américains. Et ils ont tous compris qu'en fait, l'objectif d'un humanoïde, c'était pas du tout de faire des toupies, faire du kung-fu ou quoi que ce soit. C'était d'apprendre via des algorithmes d'intelligence artificielle toutes les fonctionnalités d'une usine, toutes les fonctionnalités d'une zone de production pour pouvoir développer des technologies qui s'adaptent à ces écosystèmes et qui viennent compléter en fait la force ouvrière de ces zones de production, qui viennent prolonger l'action humaine. Et donc on a développé Kelvin 40 parce qu'on l'a développé en moins de 40 jours pour séduire Renault, qui a décidé d'investir du coup chez nous. Pourquoi Kelvin ? Alors Kelvin, c'est le nom d'un personnage, un robot dans les romans d'Isaac Asimov. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et Kelvin 40, il commence à séduire de plus en plus d'industriels européens, américains. Donc on espère un des acteurs de la robotique européenne qui arrivera à émerger dans les prochaines années. Merci de tenir les temps et avec un choix, j'allais dire un choix de design qui est intéressant, et j'imagine que vous avez dû vous interroger dessus sur il n'a pas de tête, il n'a pas de doigt. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une tête, en fait, quand on a une intelligence artificielle qui est pluguée dans le robot? Non, encore une fois, c'est assez futile. On veut créer des êtres, donc des humanoïdes qui nous ressemblent, mais en fait, ce qu'on recherche derrière, c'est leur fonctionnalité. Et donc, on n'est pas là pour remplacer des hommes, je pense qu'on est là pour compléter, pour prolonger l'action humaine. Donc, non, on a décidé de ne pas lui mettre de tête, c'est moins lourd, c'est plus facile à gérer. En revanche, il réfléchit parfaitement, cet exo. Oui. Et on pourrait y voir d'autres méchancetés, mais on n'ira pas forcément sur ce terrain. Est-ce qu'une tête est vraiment utile à tout le monde? Quand on regarde un certain nombre de notre environnement politique, on peut effectivement se poser aussi la question. Mais là n'est pas la question. Merci à vous et merci à tous d'ailleurs.